Au fil des siècles, l'histoire de France a été écrite à l'encre des traités, au sang des révolutions et à la lumière des idées. Mais sous les chapitres que nous connaissons, sous la pierre dorée des châteaux et le marbre des panthéons, se cache une autre histoire. Une histoire murmurée dans les couloirs secrets, gravée sur des pierres que personne ne peut lire, et scellée dans des tombes dont le silence protège des vérités explosives. Pourquoi un prisonnier fut-il forcé de cacher son visage au monde pendant 34 ans? Quels messages oubliés des milliers de menhirs alignés nous transmettent-ils depuis la préhistoire? Et quels trésors interdits, capables de renverser des empires, dorment encore sous l'église d'un petit village? Ce soir, nous voyagerons ensemble à travers les replis les plus sombres de l'histoire de France. Nous nous aventurerons au cœur d'énigmes qui défient la logique, de mystères qui, encore aujourd'hui, résistent farouchement à la vérité. Alors, installez-vous confortablement, tamisez les lumières et préparez-vous à vous immerger dans les mystères historiques non résolus de la France. L'homme au masque de fer, le prisonnier sans visage. Notre voyage commence dans les geôles les plus sombres du grand siècle, une époque de splendeur absolue pour la monarchie française, mais aussi de secrets d'État implacables. En 1669, un homme dont l'identité reste à ce jour la plus grande énigme de l'histoire de France est arrêté et emprisonné. Il passera les 34 années suivantes de sa vie derrière les barreaux, de la forteresse de Pignerol à la tristement célèbre Bastille. Son crime? Nous l'ignorons. Son nom? Il fut effacé de l'histoire. Son visage? Personne ne devait jamais le voir, caché en permanence derrière un masque de velours noir, plus tard remplacé par la légende par un masque de fer. Ce prisonnier, connu sous le nom de Code Eustache d'Auger, n'était pas un détenu ordinaire. Les instructions concernant sa détention, venues directement du marquis de Louvois, le puissant ministre de la guerre de Louis XIV, étaient d'une sévérité sans précédent. Son geôlier, le gouverneur Bénigne d'Auvergne et de Saint-Mars, avait pour ordre de le tuer immédiatement s'il parlait de quoi que ce soit d'autre que de ses besoins immédiats. Sa cellule était isolée et il ne pouvait entrer en contact avec quiconque. Pourquoi de telles précautions? Quel secret si terrible cet homme détenait-il que son simple visage, son simple nom, pouvait ébranler le royaume de France? Les théories les plus simples ont d'abord été explorées par les historiens. Le masque de fer aurait-il pu être un personnage connu dont la disgrâce devait rester secrète? On a évoqué des généraux, comme le maréchal de Bulonde, qui auraient fui le champ de bataille. On a pensé à des diplomates, comme l'italien Hercule Mattioli, qui aurait trahi Louis XIV. D'autres ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un valet, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances déchu, qui aurait eu connaissance de secrets financiers compromettants. Cependant, chacune de ces hypothèses présente des failles béantes. La plupart de ces personnages ont une mort documentée qui ne correspond pas à celle du prisonnier, décédé en 1703. De plus, la nature extrême et la durée de son confinement semblent disproportionnées pour un simple général couard ou un diplomate véreux. Le secret qu'il incarnait devait être d'une nature bien plus fondamentale, touchant au cœur même du pouvoir. C'est ici que l'histoire bascule dans le vertige de la conspiration. L'idée la plus célèbre, popularisée par des esprits comme Voltaire puis Alexandre Dumas, est celle du frère jumeau de Louis XIV. Selon cette théorie, Louis XIV serait né avec un jumeau. Pour éviter toute guerre de succession future sur la légitimité du premier-né, le second enfant aurait été élevé dans le plus grand secret, loin de la cour. Mais à l'âge adulte, sa ressemblance frappante avec le roi serait devenue un danger mortel pour la stabilité du trône. L'emprisonner et masquer son visage à vie aurait été la seule solution pour neutraliser cette menace sans commettre un fratricide direct. Cette théorie, bien que romanesque, expliquerait le respect apparent dont le prisonnier jouissait. Il était bien traité, mais totalement isolé, et la nécessité absolue de cacher ses traits. D'autres hypothèses, encore plus troublantes, ont vu le jour. Et si le prisonnier n'était pas le frère jumeau, mais un demi-frère aîné illégitime du roi, voire, comme certains l'ont avancé, le véritable père de Louis XIV, et Louis XIII n'aurait été que le père officiel? Dans cette optique, le prisonnier aurait été l'amant de la reine Anne d'Autriche. Son existence, si elle était révélée, aurait anéanti la légitimité de toute la lignée royale. Le masque ne servait donc pas à cacher une ressemblance avec le roi, mais au contraire, une absence de ressemblance qui aurait trahi le secret de sa naissance. Le mystère s'épaissit encore quand on sait que le nom Eustache d'Auger était lié à un scandale de messe noire et de poison qui a touché les plus hauts cercles de l'aristocratie. Le prisonnier était-il un prêtre qui en savait trop sur les péchés cachés de la cour?
Le roi Louis XIV a personnellement brûlé les dossiers le concernant après sa mort. Aujourd'hui, le secret demeure. La tombe du prisonnier, dans le cimetière Saint-Paul à Paris, portait un nom d'emprunt et a été détruite pendant la Révolution. Quelle vérité si dévastatrice justifiait d'effacer un homme de la surface du monde pendant 34 ans, ne laissant de lui qu'une silhouette silencieuse et masquée. Le masque de fer n'était pas seulement un prisonnier. Il était un secret vivant, une énigme d'État dont la clé a été emportée dans la tombe par le roi Soleil lui-même. Les alignements de Karnak, l'armée de pierres silencieuses. Nous quittons les intrigues de la cour pour remonter bien plus loin dans le temps, à une époque où l'histoire ne s'écrivait pas, mais se dressait. Sur les côtes balayées par le vent de la Bretagne, près du village de Karnak, s'étend un paysage qui défie l'entendement. Sur plus de 4 kilomètres, près de 3000 pierres dressées, des menhirs, sont plantés dans le sol, formant des alignements d'une précision et d'une ampleur stupéfiante. C'est le plus grand ensemble mégalithique au monde. Datant de la période néolithique, entre 4500 et 3300 avant notre ère, ces pierres sont plus anciennes que Stonehenge et que les grandes pyramides d'Égypte. Elles ont été taillées, transportées sur des kilomètres et érigées par un peuple dont nous ne savons presque rien, un peuple sans écriture qui a pourtant laissé derrière lui ce message monumental et impénétrable. Qui étaient ces hommes? Et pourquoi ont-ils consacré des générations entières à construire cette armée de pierres silencieuses? La complexité de Karnak est vertigineuse. Le site n'est pas un seul ensemble, mais plusieurs. Les alignements du Ménec, de Kermario et de Kerlescan, chacun avec ses propres caractéristiques. Les pierres sont organisées en rangées parallèles, généralement orientées d'est en ouest. Fait remarquable, leur hauteur est décroissante. Les menhirs les plus grands, atteignant parfois plus de 4 mètres, se trouvent à l'ouest, tandis que les plus petits sont à l'est. Chaque alignement est terminé par un cromlech, un cercle de pierre, dont la fonction reste également un mystère. L'effort logistique nécessaire pour une telle entreprise est colossal. Il a fallu mobiliser des centaines, voire des milliers de personnes, pendant des siècles, pour extraire ces blocs de granit, les déplacer à l'aide de rondins et de cordes, et les hisser à la verticale. Tout cela suppose une organisation sociale complexe, une foi inébranlable et un projet commun dont la finalité nous échappe totalement. Les théories académiques pour expliquer Karnak sont nombreuses, mais aucune n'est entièrement satisfaisante. La première hypothèse, la plus évidente, est celle d'un gigantesque lieu de culte. Les alignements auraient pu délimiter un espace sacré, des chemins processionnels menant au cromlech où se déroulaient des cérémonies religieuses. Les pierres auraient pu représenter des ancêtres, des divinités, ou simplement marquer un territoire sous la protection des dieux. Cette explication est plausible, mais elle ne dit rien sur la signification de l'alignement lui-même, ni sur la logique de la taille décroissante des pierres. Pourquoi cette disposition si particulière? Une seconde théorie, plus scientifique, suggère que Karnak était un observatoire astronomique. L'ingénieur écossais Alexander Thom a passé des années à étudier le site et a affirmé que les alignements et les cromlechs étaient positionnés avec une grande précision pour suivre les mouvements du Soleil et de la Lune, prédire les solstices, les équinoxes et même les éclipses. Karnak aurait donc été un immense calendrier de pierre, un outil essentiel pour une société agricole dépendante des cycles saisonniers. Cette théorie est fascinante car elle implique que ces peuples primitifs possédaient des connaissances mathématiques et astronomiques bien plus avancées que ce que l'on imagine. Cependant, la complexité du site est telle que de nombreuses orientations peuvent être trouvées par hasard et la communauté scientifique reste divisée sur la validité de ces calculs. C'est alors que nous entrons dans le domaine de l'inexpliqué. Et si la fonction de Karnak était tout autre, une fonction dont notre science moderne a perdu la clé? Certaines théories alternatives, souvent qualifiées de pseudo-archéologie, proposent des idées plus audacieuses. Certains chercheurs, comme Pierre Méraud, ont suggéré que Karnak était un immense système de détection sismique, les menhirs agissant comme des aiguilles capables de vibrer et d'anticiper les tremblements de terre. D'autres, s'appuyant sur les théories du tellurisme, voient dans les alignements un moyen de canaliser les énergies de la Terre. Les menhirs auraient été plantés sur des lignes de force magnétique, des lignes ley, pour créer un lieu de guérison ou de pouvoir spirituel. Ces idées sont bien sûr rejetées par l'archéologie conventionnelle, mais elles témoignent de la fascination et de l'incompréhension que le site suscite. Le folklore local lui-même offre sa propre explication poétique. Les pierres seraient une armée de soldats romains pétrifiés par le pape Corneille. Aujourd'hui, les pierres de Karnak se taisent.
Elles ont vu naître et mourir des dizaines de civilisations. Elles ont survécu aux Romains, aux rois de France et aux guerres mondiales. Elles sont le témoignage d'un projet humain si ancien et si vaste qu'il en devient presque abstrait. Était-elle un temple, un observatoire, un protecteur contre les séismes, ou quelque chose que nous ne pouvons même pas concevoir? Chaque pierre est une question, chaque alignement une phrase dans une langue oubliée. En marchant parmi ces géants de granit, on ne peut s'empêcher de sentir le poids de notre propre ignorance et de se demander quel message essentiel cette armée de pierres essaie, depuis 7000 ans, de nous transmettre. Le trésor maudit de Rennes-le-Château. Notre prochain mystère nous emmène dans un petit village perché sur une colline des Corbières, dans le sud de la France. Un lieu en apparence paisible, mais qui est devenu l'épicentre de l'une des énigmes les plus complexes et les plus controversées de l'histoire moderne. Bienvenue à Rennes-le-Château. En 1885, un jeune prêtre du nom de Béranger Saunière est nommé curé de ce village pauvre et isolé. L'église dédiée à Marie-Madeleine est en ruine. Avec des fonds très modestes, Saunière entreprend de la rénover. C'est au cours de ses travaux, en 1891, que le mystère commence. En déplaçant le vieil autel, il aurait découvert des parchemins cachés dans un pilier de bois. Peu de temps après, un flot d'argent inexplicable commence à irriguer la vie du prêtre. Cet homme aux revenus modestes se lance dans des dépenses extravagantes. Il rénove entièrement son église dans un style baroque et symbolique étrange, fait construire une somptueuse villa, la Villa Betania, et une tour bibliothèque, la Tour Magdala. Il reçoit des invités de marque, voyage et mène un train de vie de grand seigneur, dépensant des millions de francs de l'époque. D'où venait cet argent? Et quels secrets les parchemins contenaient-ils? La première explication, la plus terre à terre, est celle d'un trafic de messes. L'Église a accusé Saunière d'avoir sollicité et reçu de l'argent de toute la France en échange de messes qu'il n'a jamais dites. Bien qu'il ait été reconnu coupable de ce délit par l'évêché, les sommes impliquées dans un tel trafic ne semblent pas pouvoir justifier l'ampleur de ses dépenses. De plus, cela n'explique pas les symboles étranges qu'il a disséminés dans son église. Au-dessus du porche, il fait graver l'inscription Terribili et Locus Est, ce lieu est terrible. À l'intérieur, une statue du démon Asmodée soutient le bénitier, un détail pour le moins choquant dans une église catholique. Un chemin de croix semble contenir des anomalies et des codes cachés. Tout suggère que Saunière n'a pas seulement trouvé de l'argent, mais un secret, et que la décoration de son église était une manière de le crypter. C'est là que l'énigme de Rennes-le-Château explose en une myriade de théories, chacune plus fascinante que la précédente. La plus populaire est celle de la découverte d'un trésor. La région a une histoire incroyablement riche. Elle fut un bastion des Wisigoths, qui pillèrent Rome en 410 et auraient pu cacher leur fabuleux trésor dans les environs. Plus tard, elle fut un centre important pour les Cathares, et enfin une commanderie des Templiers. Saunière aurait-il trouvé le trésor des Wisigoths, le trésor du Temple de Jérusalem, ou encore celui des Cathares? Cette hypothèse est séduisante et a attiré des chasseurs de trésors du monde entier, qui ont fouillé la région en vain pendant des décennies. Mais une autre théorie, bien plus explosive, suggère que le trésor n'était pas matériel, mais constitué de documents. Les parchemins découverts par Saunière auraient contenu des informations si secrètes qu'elles auraient pu faire chanter le Vatican lui-même. C'est la thèse développée dans le livre controversé L'énigme sacrée, qui a inspiré le Da Vinci Code. Selon cette hypothèse, les parchemins contenaient des preuves que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, qu'il avait eu des enfants avec Marie-Madeleine, et que leur lignée, le sang réal ou Saint Graal, se serait perpétué en France à travers la dynastie des rois mérovingiens. Saunière aurait découvert ce secret et l'aurait monnayé auprès de sociétés secrètes et de l'Église, qui auraient payé pour son silence. Cette théorie expliquerait la dédicace de l'Église à Marie-Madeleine, les symboles de la Villa Betania, qui fait référence à la maison de Lazare, Marie et Marthe en Judée, et la richesse soudaine du prêtre. D'autres chercheurs pointent vers des secrets politiques, comme des documents prouvant la survie de Louis XVII, l'enfant roi disparu pendant la Révolution, ce qui aurait pu déstabiliser la Troisième République. Ou encore, le village serait le centre d'une géographie sacrée, un point de convergence d'énergie cosmique connu depuis l'aube des temps. Béranger Saunière est mort en 1917, ruiné et interdit de messe, emportant son secret dans la tombe. Sa gouvernante et confidente, Marie Desnarnaud, a hérité de ses biens et a promis de révéler le secret avant de mourir, mais une attaque cérébrale la laissa paralysée et muette. Le mystère de Rennes-le-Château est un labyrinthe de faits,
de légendes et de désinformation. Est-ce l'histoire d'un simple prêtre escroc, d'un chasseur de trésors chanceux, ou du gardien d'un secret qui pourrait réécrire 2000 ans d'histoire occidentale? Le petit village des Corbières continue de murmurer ses énigmes, attirant ceux qui croient que certaines vérités, aussi terribles soient-elles, ne meurent jamais vraiment. L'affaire des poisons, rituel sombre à la cour du roi Soleil. Nous retournons à la cour de Louis XIV, mais cette fois, nous laissons les secrets feutrés des prisons d'État pour les ombres empoisonnées des alcôves dorées de Versailles. Le grand siècle fut une ère d'ordre, de raison et de lumière, mais sous ce vernis éclatant, les superstitions les plus archaïques et les ambitions les plus mortelles prospéraient. Entre 1679 et 1682, un scandale d'une ampleur sans précédent va secouer le royaume jusqu'à ses fondations, révélant un monde souterrain de diseuses de bonne aventure, de prêtres renégats, de messes noires, et surtout, de poison. Un monde qui connectait les bas-fonds de Paris à la chambre du roi lui-même. L'affaire des poisons n'est pas seulement un fait divers macabre. C'est une conspiration dont le véritable secret fut étouffé par le roi en personne, laissant planer le doute sur ce que la France ne devait jamais savoir. Le scandale éclate au grand jour avec l'arrestation et l'exécution de la marquise de Brinvilliers en 1676, une aristocrate qui avait empoisonné son père et ses deux frères pour hériter de leur fortune. Son procès révèle l'existence d'un vaste réseau de fournisseurs de poudre de succession. Le roi, alarmé, crée alors une cour de justice spéciale, la Chambre ardente, pour éradiquer cette menace. Les enquêteurs, dirigés par le chef de la police Nicolas de la Reynie, remontent rapidement la filière jusqu'à sa source, une femme connue sous le nom de la Voisin. Catherine Dehaye, dite la Voisin, n'était pas qu'une simple empoisonneuse. Elle était la reine de l'occulte parisien, une figure centrale qui fournissait à la plus haute noblesse des filtres d'amour, des avortements, des horoscopes, des rituels magiques, bien sûr, des poisons discrets. Dans sa maison, toute la cour défilait. Et lorsqu'elle fut arrêtée, elle commença à parler. Ses aveux et ceux de ses complices dépeignent un tableau terrifiant de la haute société. Des épouses cherchant à se débarrasser de maris encombrants, des courtisans cherchant à éliminer des rivaux, des amants cherchant à s'assurer une passion éternelle. Mais l'affaire prend une tournure véritablement cataclysmique lorsque les accusations atteignent le cercle le plus intime du roi. Sa maîtresse en titre, l'éblouissante et puissante Athénaïde de Montespan. Selon plusieurs témoignages, la marquise de Montespan aurait été une cliente régulière de la Voisin pendant des années. Elle aurait d'abord acheté des filtres pour s'assurer l'amour du roi, puis, alors que sa faveur commençait à décliner, elle aurait participé à des rituels de plus en plus sombres pour le conserver et pour écarter ses rivales. Les accusations les plus abominables font état de messes noires, célébrées sur le corps nu de la marquise par des prêtres défroqués, au cours desquels des nouveau-nés auraient été sacrifiés. C'est ici que le mystère s'épaissit et que l'histoire officielle s'arrête brutalement. Alors que l'enquête se rapprochait dangereusement du trône, Louis XIV prit une décision stupéfiante. Il ordonna la fin des travaux de la Chambre ardente en 1682. La Voisin et ses principaux complices furent exécutés, mais des dizaines d'autres accusés, dont certains de la plus haute noblesse, furent emprisonnés à vie sans procès, par simple lettre de cachet. Plus important encore, le roi ordonna que tous les documents de l'enquête, en particulier les interrogatoires mentionnant Madame de Montespan, soient retirés des archives, rassemblés et brûlés par lui-même. Pourquoi un roi si soucieux de justice et d'ordre a-t-il choisi d'étouffer la plus grande affaire criminelle de son règne? L'explication officielle est qu'il voulait éviter un scandale qui aurait déshonoré l'ensemble de la noblesse française et affaibli la monarchie. C'était une mesure de protection de l'État. Mais cette raison est-elle suffisante pour justifier une telle obstruction à la justice? Ou bien le secret était-il encore plus terrible et personnel? Et si Louis XIV avait cru à la culpabilité de sa maîtresse? Révéler qu'elle avait eu recours à la magie noire et au sacrifice d'enfants aurait été une tâche indélébile, non seulement sur elle, mais sur lui et sur les enfants légitimés qu'il avait eus avec elle. Pire encore, le roi, un homme profondément pieux malgré ses mœurs, aurait-il pu craindre que le pouvoir de séduction de sa maîtresse, et donc une partie de son propre règne, ait été le fruit d'un pacte avec le diable? L'étouffement de l'affaire ne serait alors pas seulement politique, mais une tentative désespérée d'effacer une souillure spirituelle au cœur de son pouvoir. Certains historiens avancent une hypothèse encore plus sombre. Le roi aurait-il craint que l'enquête ne révèle que le poison avait circulé encore plus haut? Des rumeurs avaient couru sur la mort de sa belle-sœur,
Henriette d'Angleterre ou même de la reine Marie-Thérèse. En arrêtant tout, Louis XIV a-t-il protégé des assassins au sein de sa propre famille? Les documents qu'il a brûlés contenaient-ils les noms de coupables si puissants que même le roi Soleil ne pouvait se permettre de les juger? Le mystère demeure entier. L'affaire des poisons nous rappelle que derrière la façade dorée de Versailles se cachait un abîme de ténèbres, un monde où la prière et le poison se côtoyaient et où la raison d'État pouvait exiger que les pires crimes restent à jamais impunis. La bête du Gévaudan, le monstre sanguinaire de France. Nous quittons les intrigues feutrées de la cour pour les terres sauvages et isolées du centre de la France au XVIIIe siècle. Dans la province du Gévaudan, une région de montagnes escarpées, de forêts sombres et de landes brumeuses, une peur primale va s'abattre sur la population. De 1764 à 1767, une créature que les témoins décrivent comme un monstre va mener une campagne de terreur, attaquant et tuant plus d'une centaine de personnes, principalement des femmes et des enfants. On appellera la bête du Gévaudan. Son histoire n'est pas un simple conte populaire. C'est un fait historique documenté, un véritable cold case de la cryptozoologie qui a mobilisé les meilleurs chasseurs du royaume et l'armée du roi Louis XV. Le mystère qui perdure n'est pas seulement de savoir si la bête a existé, mais ce qu'elle était réellement. La première attaque a lieu en juin 1764. Une jeune vachère est assaillie par une bête énorme, ressemblant à un loup, mais bien plus grosse. Les attaques se multiplient, toujours plus audacieuses et plus sanglantes. Les témoignages des survivants décrivent une créature terrifiante, aussi grosse qu'un veau, avec une poitrine large, un pelage rougeâtre strié de noir, une tête massive, des dents formidables et une queue longue et puissante. Son comportement est tout aussi étrange. Contrairement au loup, elle ne craint pas l'homme et semble même le chasser préférentiellement. Elle attaque en plein jour, souvent au milieu des villages, et sa technique est d'une brutalité inouïe. Elle vise la tête et le cou, décapitant ou défigurant ses victimes. La panique s'empare de la région. Les paysans n'osent plus sortir. L'affaire prend une ampleur nationale. Le roi Louis XV, humilié que l'on ne puisse venir à bout d'un simple animal, envoie ses meilleurs louvetiers et des compagnies de dragons pour traquer le monstre. Des battues gigantesques sont organisées, mobilisant des milliers d'hommes. En vain, la bête semble insaisissable, rusée, capable de déjouer tous les pièges. Elle semble même invulnérable. Plusieurs témoins affirment l'avoir touchée avec leurs balles, sans aucun effet apparent. La presse de l'époque s'enflamme, publiant des gravures effrayantes de la créature. La bête du Gévaudan devient le premier monstre médiatisé de l'histoire. En 1765, le porte-arquebuse personnel du roi, François-Antoine, abat un loup exceptionnellement grand. La cour déclare la bête officiellement morte et l'affaire close. Mais quelques mois plus tard, les massacres reprennent, encore plus violents. La créature qui a été tuée n'était pas la bonne. Alors, quelle était la nature de ce monstre? La théorie la plus simple est celle d'un ou de plusieurs loups d'une taille et d'une agressivité exceptionnelle. Le Gévaudan était alors infesté de loups, et la faim aurait pu les pousser à attaquer l'homme. Cependant, cette hypothèse n'explique ni la description physique inhabituelle de la bête, ni son intelligence tactique, ni sa résistance apparente aux balles. D'autres ont suggéré un animal exotique échappé d'une ménagerie, comme une hyène, un tigre ou un animal hybride. Cette idée est séduisante, mais peu probable. Comment un tel animal aurait-il pu survivre et s'adapter aux hivers rigoureux de la région? C'est là que l'énigme se complique et pointe vers une intervention humaine. De nombreux témoignages font état d'un homme vu en compagnie de la bête, semblant la diriger. Et si la bête n'était pas un simple animal sauvage, mais une créature dressée pour tuer, cette théorie place au centre du complot la famille Chastel. C'est Jean Chastel, un paysan local, qui tuera finalement la vraie bête en juin 1767. Or, Chastel et ses fils avaient une réputation sulfureuse. Braconniers, asociaux, ils auraient passé du temps en prison avec un certain comte de Morangier, un aristocrate local connu pour sa cruauté et ses expéditions en Afrique. La bête aurait-elle pu être un hybride de loup et de chien de combat, élevé et entraîné par les Chastel pour le compte du comte, soit pour un plaisir sadique, soit pour déstabiliser la région? Jean Chastel aurait alors tué la créature pour mettre fin à un jeu qui était allé trop loin ou pour toucher la prime. Cette théorie expliquerait l'intelligence de la bête, sa capacité à éviter les pièges et le fait qu'elle ait été vue avec un homme. L'autopsie de l'animal tué par Chastel a révélé un estomac contenant des restes humains. Mais la description du corps a semblé décevante à beaucoup,
ressemblant plus à un grand loup qu'au monstre des légendes. L'affaire a-t-elle été étouffée pour cacher l'implication d'une famille noble dans une série de meurtres sadiques? La bête du Gévaudan était-elle le premier cas documenté de tueurs en série utilisant un animal comme arme du crime? Ou bien, comme le murmuraient les paysans terrorisés, s'agissait-il d'un loup-garou, un châtiment divin abattu sur une terre de péché? Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. La bête n'était pas qu'un animal, c'était un phénomène social, un miroir de la peur et de la violence d'une époque. Sa véritable nature, qu'elle soit zoologique, criminelle ou surnaturelle, reste cachée dans les brumes des montagnes du Gévaudan. Le mystère de Glozell, l'archéologie impossible. Nous quittons la terreur des forêts pour un mystère d'un autre ordre, un mystère non pas de sang, mais de terre et de temps. En mars 1924, dans un champ isolé du hameau de Glozell, près de Vichy, un jeune agriculteur de 17 ans, Émile Fradin, laboure la terre avec ses bœufs. Soudain, une des bêtes s'enfonce dans une cavité. En dégageant l'animal, le jeune homme et son grand-père mettent au jour une fosse contenant des ossements humains, des fragments de poterie et des objets étranges. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de faire une découverte qui va déclencher l'une des plus longues et des plus acharnées controverses de l'histoire de l'archéologie. Une découverte qui, si elle est authentique, pourrait réécrire des pans entiers de la préhistoire européenne. Ou, si elle est fausse, représenterait l'une des supercheries les plus élaborées jamais conçues. Le site de Glozell est une anomalie absolue. Au cours des années suivantes, des milliers d'artefacts sont déterrés, formant une collection hétéroclite et déconcertante. On y trouve des galets gravés de figures d'animaux, notamment des rennes et des cerfs, qui évoquent l'art du Paléolithique supérieur, il y a plus de 15 000 ans. Mais à côté de ces objets, on découvre des poteries, des idoles aux formes étranges, des outils en os, et surtout, des centaines de tablettes d'argile couvertes de signes. Ces signes forment un alphabet complexe, une écriture totalement inconnue, composée d'une centaine de caractères différents. C'est ici que le problème devient insoluble. L'invention de l'écriture est traditionnellement datée d'environ 3500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Or, les gravures de rennes suggèrent une époque bien plus ancienne où l'homme ne maîtrisait absolument pas l'écriture. Comment un peuple de chasseurs-cueilleurs de l'âge de glace aurait-il pu développer un alphabet? La collection de Glozell semble être un mélange impossible d'époques et de cultures différentes, un véritable anachronisme archéologique. La découverte divise immédiatement le monde scientifique en deux camps irréconciliables. D'un côté, des archéologues et médecins de renom, comme le docteur Antonin Morlet qui a mené les premières fouilles, crient au génie et déclarent Glozell comme la découverte du siècle, la preuve d'une civilisation néolithique autochtone et lettrée, bien antérieure aux influences orientales. Ils tentent de déchiffrer l'alphabet, y voyant des liens avec les écritures phéniciennes ou ibériques. De l'autre côté, l'écrasante majorité de l'establishment archéologique français, mené par les plus grands préhistoriens de l'époque, dénonce une fraude grossière. Pour eux, les objets sont des faux maladroits, fabriqués par le jeune Émile Fradin lui-même, peut-être pour la gloire ou l'argent. Ils soulignent les incohérences, comme des poteries qui semblent avoir été cuites à basse température, des gravures qui paraissent trop fraîches et le fait qu'aucun site similaire n'ait jamais été découvert nulle part ailleurs. La guerre de Glozell est déclarée. Elle se joue dans les journaux, les congrès scientifiques et même les tribunaux. La police perquisitionne la ferme des Fradins, des experts internationaux sont convoqués et les rapports contradictoires s'accumulent. Certains concluent à l'authenticité, d'autres à la fraude. La controverse devient si violente qu'elle ruine des carrières et détruit des amitiés. Alors, qui croire? Si c'est une fraude, elle est d'une complexité diabolique. Comment un jeune paysan sans grande instruction aurait-il pu imaginer et fabriquer des milliers d'objets, inventer un alphabet cohérent et tromper des experts reconnus? Et comment expliquer les datations modernes? Car le mystère a rebondi avec l'arrivée de nouvelles technologies. Des tests de datation par thermoluminescence effectués dans les années 1970 sur les poteries ont donné des résultats déroutants, allant de 700 avant Jésus-Christ. À l'époque médiévale, des datations au carbone 14 sur les os gravés ont donné des âges allant jusqu'à 17 000 ans. Ces résultats ne confirment ni l'hypothèse d'une grande civilisation néolithique, ni celle d'une simple fraude moderne. Ils ne font qu'épaissir le mystère. Et si la vérité était ailleurs, plus étrange que les deux théories, Glozell pourrait-il être un site qui a été occupé à de multiples époques,
Un lieu sacré où différentes cultures ont laissé leurs traces, créant ce mélange déroutant? Ou bien s'agit-il d'un site authentique mais falsifié par la suite? Certains ont suggéré que des faussaires auraient pu saler le site avec des objets de leur fabrication pour discréditer la découverte initiale. Un siècle plus tard, Glozell reste une épine dans le pied de l'archéologie. Les tablettes et leur écriture mystérieuse n'ont jamais été déchiffrées de manière concluante. Le site est un paradoxe, trop étrange pour être vrai, mais trop complexe pour être faux. Est-ce le témoignage d'un chapitre oublié de l'histoire humaine, une culture qui a inventé l'écriture des millénaires avant les autres, ou l'histoire d'une manipulation qui a magnifiquement réussi à semer le chaos dans le monde de la science? Quoi qu'il en soit, le chant d'Émile Fradin garde son secret, nous rappelant que parfois, une découverte peut soulever bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.